À tous et merci de votre présence pour l'une des dernières conférences de l'après-midi consacrée à un vaste sujet, celui de la crise des vocations des IRP et de la place du DRH dans la réponse à cette crise. Merci à nos 4 intervenants de venir aborder courageusement ce sujet. Je vais vous laisser vous présenter brièvement en commençant par vous, Bernard. Très bien. Ah oui. Merci. Donc Bernard Vivier, je suis directeur de l'Institut supérieur du travail, qui est un institut qui a été créé en 1969. Et pour ma part, j'y travaille depuis 1984. Voilà, c'est un centre d'expertise et de formation à la pratique des relations sociales. Hervé, je crois que vous avez votre propre micro à côté. On essaie d'éviter de se les passer. Merci. Donc Hervé Wetkan, donc comme c'est mentionné, donc j'étais DRH du groupe ADP Aéroport de Paris jusqu'en septembre 2021. Donc j'ai vécu, je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, 3 ans, dont 1 an et demi de crise sociale extrêmement grave dans le secteur aéroportuaire. Et donc les IRP, effectivement, j'ai passé matin, midi et soir avec eux. Donc je commence à bien les connaître. Catherine. Alors Catherine Chavagnier, jusqu'à lundi, lundi dernier, c'est le club des ex, excusez-moi. J'étais donc Je rebaptise totalement la table ronde. Non, Transition professionnelle. Non. Jusqu'à lundi, donc j'étais DRH de Radio France, où je suis restée 3 ans dans un contexte de transformation très importante. Et je ne sais pas si vous écoutez les radios de Radio France, mais vous avez de temps en temps dû entendre des bandes musicales. Et quand vous entendez des bandes musicales, c'est que mon équipe et moi, nous étions à la manœuvre. Et puis depuis mardi, je suis... À la programmation musicale, Catherine ? Non, à la manœuvre derrière et en AG, voilà. Et depuis mardi, j'ai pris la DRH Group du groupe CDC Habitat, qui est un groupe qui est on va dire, le plus gros bailleur social français. Voilà, une filiale de la Caisse des dépôts. Merci Catherine. Bruno, êtes-vous toujours chez Giffard ? Bonjour. Donc moi, je suis en charge des ressources humaines au sein du groupement Giffard. Donc c'est un groupement de pharmaciens qui a une 50aine d'années, une coopérative. Sachant que précédemment, j'étais dans des environnements un peu plus gros, un peu différents, un peu plus syndicalisés, notamment chez Philips, chez Carlson, chez Bonasabla, industrie logistique, où il y a eu beaucoup de... industrie béton, pardon, où il y a eu beaucoup de restructuration. Et avant d'arriver chez Giffard, j'étais au PMU, où la place des syndicats était particulièrement, et est encore d'ailleurs, particulièrement importante. Voilà. Merci à tous les 3 de venir partager votre expérience passée dans l'ensemble de vos organisations. Et Bernard, alors donc, moi je me tourne vers vous, vous êtes tout indiqué, pour nous dresser un petit état des lieux. Pourquoi on se pose cette question de crise des vocations ? D'ailleurs, déjà, on peut commencer par questionner le libellé. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a une vraie crise des vocations ? Oui, comment, pourquoi ? Ça date de quand ? On en est où ? Allez-y. Oula, alors ne faisons pas trop d'histoire. Alors tout ça en 2 minutes évidemment. Voilà, en 2021. Voilà. Mais il y a quantité de facteurs. Oui, nous vivons aujourd'hui une crise de la représentation et de la démocratie représentative. On le vit en politique, on le vit évidemment dans le domaine des relations sociales en entreprise. Le monde du travail évolue très vite. Tout ce qui est perçu comme autorité, institution est sinon contesté, en tout cas souvent délaissé par le corps social lui-même. Le phénomène gilet jaune en est une illustration. Et nous voyons bien que les institutions représentatives du personnel, comme les organisations syndicales, les liens étant relativement étroits entre les deux, souffrent de cette crise des corps intermédiaires, souffrent de la montée en puissance d'autres outils de communication. Aujourd'hui, le WhatsApp permet à des salariés de communiquer entre eux en dehors, pas forcément contre, mais en dehors des organisations syndicales. Voilà. Ça, ce sont des raisons extérieures, en quelque sorte, à ces instances-là ou aux personnes qui s'y activent. Et puis, il y a probablement, deuxième famille de raisons, des raisons plus internes. Être représentant du personnel, en 2021, c'est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on était délégué du personnel, on était élu au CE. Si tout cela ne nous intéressait pas, on pouvait être membre du CHSCT. Aujourd'hui, c'est 3 en 1. Il faut tout faire, donc c'est complexe. C'est prenant aussi. Ce n'est pas toujours bien considéré. Considéré par qui ?
pas forcément par les salariés, mais d'abord par les managers. Le N+1, le N+2, il n'y a guère que le DRH qui est un allié objectif, mais la direction générale ne voit pas tout ça d'un bon œil. C'est également, il y a un risque, disons-le de façon familière, de mettre le doigt dans un engrenage et de terminer comme permanent syndical. Et là, finalement, il y a des motivations très différentes. Être représentant du personnel, on peut le faire sur à peu près toute l'échelle des motivations, de celui ou celle qui veut s'engager au service des autres, à celui qui veut prendre des mandats pour pousser le caddie chez Carrefour le vendredi après-midi sur ses heures de délégation, c'est-à-dire en clair, de l'apôtre au bouffe-galette. Bon. Donc il y a toutes les motivations. Ne dressons pas un paysage, un panorama noir, mais il y a un risque d'être déconnecté de la vie professionnelle. Bon. Et puis, nous vivons aujourd'hui des représentants du personnel qui sont installés à la faveur d'élections et qui, lorsqu'ils sont en place, évidemment, souhaitent être réélus et courent après l'électeur, ceux qui vont les réélire, plus qu'après l'adhérent, le salarié. Il y a une déperdition. Voilà. Tout ceci, c'est une brassée de facteurs, certains importants, d'autres moins. J'étais peut-être un peu caricatural dans mon propos, mais j'ai essayé de répondre à votre question. Non, mais c'est très bien. Au contraire, on lance les choses. Merci, Bernard. Alors, Hervé, Catherine, est-ce que vous partagez ces constats-là, le défaut d'attractivité de la mission de représentation, et puis le côté, je sais parler à l'électeur, mais moins à l'adhérent. Hervé, peut-être. Alors, d'abord, tout ce qu'a dit Bernard, et je le partage à 100%. C'est un vrai constat qu'on a pu voir chez ADP, bien sûr, mais dans d'autres entreprises, bien évidemment. Il y a un vrai sujet de légitimité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, on voit bien une dérive, c'est que l'élu est de moins en moins respecté par le salarié. Dans ses propos, dans ses négociations, dans le résultat des négociations, le point final de la négociation n'est pas accepté naturellement ou assez naturellement comme par le passé par le travail du syndicaliste. Et donc ils sont de plus en plus discrédités. Ça, j'ai pu le constater pendant les périodes importantes. Et la période la plus importante, c'était, rappelez-vous, en juin-juillet 2021, au moment de la reprise du trafic aérien, où nos ADP s'est mis en grève. Les week-ends de reprise, il y a eu des très grosses perturbations, très très importantes, avec un signe très net de tout ce qui vient d'être dit, c'est que les syndicats ont été débordés par les manifestants qui se sont mis en assemblée générale. Ça, c'était les week-ends de juin et juillet. Et pour la petite histoire, ils se sont mis en collectif, ont voulu être écoutés par la gouvernance. Donc, je me suis déplacé. Et les syndicats que j'ai vus en arrivant m'ont dit on est débordés, ils refusent qu'on soit dans l'assemblée générale. Recevez-les parce que ça va être un bazar pas possible. Et c'était une très grosse perturbation pour nos clients, les passagers, etc. Et donc, je les ai reçus en disant, bien évidemment, et ça c'est très important pour moi, c'est que je ne passerai aucun accord avec le collectif que j'avais en face de moi. Ils étaient une douzaine, que je faisais ça pour écouter, comprendre, et qu'on s'arrêterait là. Et donc ça, ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que 8 jours après, en CSE, le même syndicaliste, très peu courageux, commençait à brailler devant tout le monde que le DRH ne respectait pas les organisations syndicales, parlait directement au collectif de manifestants et non pas aux syndicats, etc. Bon, évidemment, je les ai repris très rapidement et de manière très sèche, et après l'affaire s'est arrêtée. Mais tout ça pour vous dire que cette dérive, elle existe, on l'a vu physiquement chez ADP, elle peut exister dans d'autres entreprises, et ça c'est vraiment un sujet de légitimité, et je crois, alors, sans être trop long, le métier est presque trop compliqué pour beaucoup d'élus.
il faut beaucoup travailler. Alors, je vois, nous, en 2020, on a passé 7 accords avec eux. 7 accords d'entreprise, c'est des accords très lourds, très compliqués. En 2020, sur les 2 mois et demi, 180 heures de négociations avec eux. En fait, c'était l'overdose. Ils ne suivaient plus le rythme. C'est peut-être aussi une erreur de nous, d'avoir fait trop de choses trop rapidement. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'ils ne suivaient plus la cadence et qu'en fait, ils n'avaient plus la capacité d'être force de proposition ou de négociation. Et d'où la légitimité, d'où le manque de légitimité, etc. etc. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais on pourra échanger après. On viendra quelques réponses pour répondre à tout ça, évidemment. Mais Catherine, avant cela, je vous demande, voilà, vous, avec votre expérience Radio France et même précédente, est-ce que vous aboutissez au même constat, à la même analyse sur ce sujet de légitimité et du coup d'attractivité? Alors moi, j'ai un peu les mêmes histoires à raconter qu'Hervé, puisqu'en fait, nous, on a eu une grève qui a duré 63 jours entre novembre, alors c'est pas une énorme grève, mais ça a été une grève au long cours entre novembre 2019 et début février 2020. Et la difficulté a été, en fait, on a eu un comité de grève, nous. Alors on a quelques héritages trotskistes dans l'entreprise, donc ils nous ont fait le coup du comité de grève. Qui n'était pas, effectivement, il n'y avait pas de représentants syndicaux dans le comité de grève. Donc ça a été compliqué, effectivement, de terminer cette grève. Et on a eu en face de nous une CGT qui, sans trop nous le dire, essayait, en fait, chaque jour. Et on a travaillé avec eux. Là aussi, il y a eu beaucoup d'implicites. Mais on a bien senti que la dernière semaine, on travaillait avec la CGT pour voir comment on pouvait terminer correctement, de manière un peu, enfin, je vais dire élégamment, mais correctement cette grève. Pareil, même histoire qu'Hervé aussi sur la quantité de travail. En fait, c'est un petit peu la poule ou l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élus. Ce sont donc toujours les mêmes. Enfin, comme le disait Bernard, en fait, ils font tout à la fois. Donc, ils doivent avoir toutes les compétences, finalement, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sur les conditions de travail, qu'elles soient stratégiques. Et puis, c'est aussi eux qui négocient, parce qu'on retrouve les mêmes. Et au bout d'un moment, ils sont rincés, quoi. C'est-à-dire que là aussi, on est aussi dans une société où on a vécu des crises. Mais au-delà des crises, on est dans une société où la transformation, elle est permanente, et c'est surtout l'accélération de la transformation qui est permanente, à mon sens. Et donc aujourd'hui, ils sont fatigués, en fait. C'est compliqué. Et alors, à Radio France, les salariés, on a beaucoup de salariés qui tiennent absolument à garder leurs compétences professionnelles. Quand vous êtes journaliste, il n'est pas question d'être permanent. Quand vous êtes technicien du son ou réalisateur, il n'est pas question d'être permanent. Et c'est d'autant plus compliqué. Il y a un dernier phénomène dont je voulais parler, c'est le clientélisme. C'est qu'effectivement, ce que disait Bernard, quand Bernard nous disait il y a une différence entre l'élu et l'adhérent, à partir du moment où la représentativité se fonde sur l'élection, d'une part, on assiste, nous, on a un syndicat qui a carrément, aux dernières élections, fait une vraie campagne marketing. On a eu des goodies, on a eu des choses comme ça. Et étonnamment, ce syndicat qu'on attendait plutôt à 11-12% a fait 15%. Et on voit aussi, et moi je le vois, j'ai beaucoup vu dans les bilatérales qu'on peut faire, à quel point des fois ils se sont obligés de défendre des salariés ou de défendre des positions dans des dossiers individuels qu'ils ne partagent pas, sur des valeurs qu'ils ne partagent pas. Et donc il y a quand même un sujet entre, en fait, on s'appuie plus sur l'adhérent. Alors on s'appuie plus sur nos adhérents, ça veut dire aussi que notre réflexion, elle est peut-être un peu moins poussée, puis on peut moins partager les sujets, donc on est d'autant plus fatigué, et en même temps, on est poussé à un certain clientélisme. Donc tout ça fait que c'est compliqué. Une dernière chose aussi, c'est qu'on ne parle pas des corps intermédiaires, en fait, dans l'éducation nationale. On a des jeunes qui arrivent qui ne savent pas ce que c'est. Enfin, il y a dans la filière économique et sociale, mais il n'y a que dans la filière économique et sociale qu'on parle des corps intermédiaires. Et donc aujourd'hui, les jeunes, ils disent, mais à quoi ça sert un syndicat ? D'ailleurs, c'est le titre d'un podcast de Louis Média. Alors, je suis désolée, c'est pas Radio France. Radio France ? Ah non. Non, c'est pas Radio France. Mais il y a une série de podcasts sur Louis Média qui s'appelle Travail en cours.
Et un des derniers, ça s'appelle « À quoi sert un syndicat ?» C'est quand même assez intéressant quand même. Hein. C'est donc pour l'inclusion dans les manuels d'histoire de la lutte syndicale. Bruno, alors peut-être, donc vous êtes aujourd'hui, en tout cas chez Giffard, dans un environnement dans lequel la culture syndicale est plus récente et plus légère que les deux contextes qu'on vient d'évoquer du groupe ADP et de Radio France. Donc peut-être quand vous avez rejoint le groupe, vous avez vu des différences avec les environnements précédents. Et en même temps, quand vous avez rejoint ce groupe, vous êtes arrivé à un moment où très peu de temps après, il y a eu la CFDT, si je ne me trompe pas, pour la première fois dans l'histoire des laboratoires Giffard. Et donc il a fallu échanger avec la direction générale sur l'impact de tout ça et essayer de voir les opportunités, ce qui n'était pas forcément le premier élan de la direction générale. Et voilà. Et donc je vous invite à passer par là pour rebondir sur les propos d'Hervé. Tout à fait, mais juste avant de parler de Giffard, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc, je vous ai dit, avant d'être chez Giffard, donc j'étais au PMU, où il y avait une force syndicale assez conséquente, assez imposante, et on a ferraillé assez dur, mais au début, et puis après, de bonnes relations se sont établies, et de telles bonnes relations que je me suis permis d'envoyer à l'un de mes partenaires sociaux, comme on dit, donc le sujet de la table ronde. Et par rapport à la question, il y a la question de la représentativité, du poids, de la force syndicale. Et il est clair que, bon, on est entre nous, hein, entre pairs, RH, etc., que les ordonnances Macron, on peut présenter sous l'angle super, on va renforcer le rôle des syndicats, le poids, la force des syndicats, etc. Mais qu'en réalité, il y en a moins, ils ont moins d'heures, et que c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc j'ai transmis le sujet de l'ordre du jour de cette table ronde, et il me répond, si j'en crois cette table ronde, j'imagine que les pro-chevaliers cherchant à répondre à la crise des ERP sont des DRH bienveillants. Ces mêmes DRH qui ont conduit brillamment la bataille des ordonnances Macron et pourfendu la représentation syndicale. En 2021, un représentant du personnel ne pourrait venir qu'à poil autour de votre table ronde après avoir laissé jusqu'à sa chemise sur la table des négociations que vous avez rondement menées. Je pense que ça résume en fait assez bien. Et j'ai tendance à dire, dans une certaine mesure, pour l'avoir vécu et avoir passé aussi quelques nuits blanches à cause d'eux ou grâce à eux, j'ai envie de dire aussi un peu tant mieux. Donc voilà, pas de langue de bois par rapport à ça. Moi, ça m'a bien arrangé, les ordonnances Macron. Et c'est vrai que quand on fait des études en RH, etc., il n'y a personne du ministère, j'espère, sinon ça y est, je suis cramé. On parle beaucoup de dialogue social, de négociation, d'accords, etc. Bon, ok, mais à un moment donné, quand on est dans la négo, c'est un rapport de force, quoi, quand même, quelque part. Alors après, l'idée, au final, naturellement, c'est d'avoir du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Mais il y a quand même cette question-là. Et j'ai vécu, comme mes homologues, pas mal de coups bas également, sur lesquels c'était extrêmement compliqué, extrêmement difficile à vivre. Et où la notion de représentativité pouvait se poser. Les intérêts des uns et des autres, c'est quoi? Tu représentes les intérêts du collectif, tes intérêts à toi? Je sais plus, je comprends pas. Alors après, tout ceci, naturellement, évolue au gré du temps et au gré du respect mutuel qui se doit de s'établir, mais c'est pas simple. Et quand j'ai rejoint donc Giffard, au moment où j'ai rejoint, donc il y a un syndicat qui venait d'apparaître. Giffard, c'est une coopérative, 50 ans d'âge, un petit peu à l'origine, ça a beaucoup changé depuis, mais un peu paternaliste. Un président présent depuis très longtemps, et lui, il voit arriver le syndicat et il comprend pas. Il dit, je comprends pas, moi, avec tout ce qu'on fait, pourquoi il y aurait un syndicat? Donc déjà, l'image du dirigeant du syndicat. Et moi, aujourd'hui, je vis avec ce syndicat. Et la question que j'ai, je mets sur la table, tout à fait honnêtement avec vous, pour avoir connu des relations avec des syndicats assez musclés, là pour le moment ils ne sont pas très très musclés. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je me dois de les accompagner dans leur développement, les musclés, ou je les laisse? Et voire même, si je peux mettre de temps en temps leur tête sous l'eau, je le fais, etc. Leur mets les pots de banane, etc. Bon, je suis plutôt sur la première option, parce que je pense, on en reparlera, qu'il y a des choses à gagner, etc. Mais là, par exemple, actuellement, ils sont progressivement en train de monter en puissance. Ils me challengent un peu plus, ça m'ennuie un petit peu plus, quoi. Et ça, au niveau RH, je considère que c'est un peu notre job, on doit l'assumer. Et tant que les choses sont faites dans les règles et dans le respect, pourquoi pas. Mais ça peut dépendre des jours, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors merci à tous.
pour l'absence de langue de bois. Il va falloir qu'on rebondisse quand même. Donc, parce que, Bernard, je voulais vous demander quand même un petit point sur ce qui a été évoqué en creux sur l'impact des ordonnances Macron et la gestion des carrières syndicales et ce qu'on peut attendre sur le plus long terme de tout ça. En tout cas, vous avez tous évoqué des situations dans lesquelles vous étiez privés de représentation syndicale. Et quand même, c'était une difficulté pour fonctionner, pour faire avancer ce qui devait avancer. Donc, on est donc au cœur de notre table ronde, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était assez efficace d'avoir un interlocuteur pour dialoguer. Mais du coup, et on va revenir là-dessus, et Bernard, d'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même avec ce petit lien avec les ordonnances Macron, s'il vous plaît. D'accord. Alors, votre propos m'amène à traiter deux sujets. Le premier, c'est l'impact des ordonnances Macron. Le deuxième, c'est le sujet de fond. L'impact des ordonnances Macron, il est considérable, puisqu'il y avait à peu près en France 600 000 représentants du personnel, et ça a été réduit en masse d'environ 30%. Dans une entreprise donnée, c'est à peu près la même chose. Au fond, dans l'état d'affaiblissement dans lequel le syndicalisme français s'est trouvé, les syndicats n'ont pas trop hurlé, en façade bien sûr, mais ils n'ont pas trop hurlé. Dans les dernières décennies, les dernières années, on avait souvent des organisations syndicales qui présentaient des listes, alors titulaires, suppléants, en DP, en CE, ils zigzaguaient un peu, ils couraient après le candidat, en disant à un collègue, tu sais, tu n'as même pas l'obligation de prendre ta carte. Tu es présenté par l'organisation syndicale. Bon, donc ça n'a pas trop abîmé l'appareil syndical. Mais nous l'avons vu dans la première partie, le mouvement syndical s'affaisse. La grande question que vous posez, c'est finalement pourquoi c'est important ? Mais pour une raison très simple. Les représentants du personnel, les organisations syndicales ne sont pas des corps étrangers à la société ou à l'entreprise. Ce sont des acteurs qui servent, à gérer les passions collectives, et si ces passions collectives ne sont pas ordonnées, gérées, traitées, élevées, nous aurons la populace en furie, nous aurons les comités de grève qui n'ont rien à voir avec les assemblées générales syndicales, et puis les organisations syndicales, les représentants du personnel servent également à organiser. Il y a une fonction presque économique. Il faut organiser le marché du travail. Il faut réguler. Les représentants du personnel ne sont pas tous habilités à négocier, mais ils posent le cadre. Et de façon plus profonde encore, n'oublions pas que si dans une entreprise, on cherche à avoir les meilleurs, parce que la concurrence est rude, n'oublions pas que la performance des relations sociales est aujourd'hui un des éléments les plus importants de la performance globale. Et que si l'on veut les meilleurs, il faut s'y intéresser et pas avoir un regard un peu dédaigneux sur ces syndicalistes qui n'en fichent pas une rame ou ces représentants du personnel qui n'y comprennent rien. C'est possible. Il y en a qui fichent rien et il y en a qui n'y comprennent rien. Mais quand vous avez des personnes qui ont de la bonne volonté, qui veulent s'engager, qui n'ont pas le niveau, que faites-vous ? De la formation, de l'information. Donc il y a un vrai chantier à faire, et prenons ces représentants du personnel comme étant des personnes qui au moins ont eu l'idée, l'ambition, ou en tout cas le déclic de se mettre au service, de s'engager. Et nous avons besoin de gens engagés. Merci Bernard. Alors passons peut-être justement à ces chantiers que vous évoquez pour avancer vers une gestion des carrières, formation des représentants du personnel. Peut-être Hervé ou Catherine, ou voilà le premier de vous deux qui a envie d'en parler. Pour vous, les chantiers prioritaires pour donner de la visibilité et un peu remobiliser les troupes sur cette fonction de représentation. Alors, je crois que Bernard l'a dit, il y a un vrai sujet de formation. C'est-à-dire que nous, on a eu, par exemple, nos élections étaient fin 2019. Donc, on a installé le CSE en janvier 2020 et le Covid est arrivé 2 mois après. Donc, ça a été terrible parce qu'on avait prévu ce qui est normal, ce qui est un vrai besoin, de former les nouveaux élus avec le CSE qui n'est pas le CE, c'est même très très différent, comme l'a dit Bernard. Or, la plupart étaient des historiques et le changement, c'est pas pour eux, c'était pour après. Et donc, on avait prévu ça. Ils étaient d'ailleurs assez remontés contre
nos propositions de formation. Il ne faut pas oublier ça aussi. Les formations, il faut que les gens soient volontaires, en disant c'est nos fédérations qui vont le faire, etc., etc. Malheureusement, mais comme dans beaucoup d'entreprises, la crise Covid est arrivée, tout le monde chez soi, le télétravail, toutes les réunions à distance, et donc on a toute cette phase de formation qui est indispensable. Alors on a vu au grand jour que ce manque de formation de cette époque nouvelle était catastrophique. Et ça, c'est pas entièrement de leur faute, c'est l'époque qui a voulu ça. Et donc il y a un gros sujet aujourd'hui, je pense, quelles que soient les entreprises, de former. Encore faut-il que chacun ait l'ambition, la volonté de se former. Et de ne pas dire, parce que beaucoup étaient des historiques, je sais, ça a toujours été comme ça. La meilleure preuve, c'est que dans toutes les difficultés de négociation qu'on a eues, tous les historiques et assez durs voulaient recréer les CHCT, qui étaient finis. Et pendant plus d'un an, il a fallu leur dire à chaque séance, ça n'est plus ça, il n'y a pas les mêmes droits, il n'y a pas les mêmes choses, c'est le CSE qui est majoritaire, et c'est avec le CSE qu'on travaillera. Ce que je voudrais dire quand même aussi, c'est qu'ils sont indispensables, je tiens à le redire, les accords d'entreprise, c'est avec eux. Donc on a tout intérêt, nous aussi, à ce qu'on ait des partenaires en face qui soient capables de négocier pour qu'on puisse avancer et signer des accords. Dernier petit exemple, en pleine crise, etc., on avait l'accord d'intéressement. Bon, ils se sont braqués bêtement, et à cause de ça, donc l'intéressement qui était à peu près de 1 000 € par salarié a été sucré pour tous les salariés. Et donc c'est impressionnant quand même de voir que, alors qu'on est dans une phase de modération des salaires, de baisse des salaires en gros, eh bien ce volet-là, qui était un volet à part, ils ont refusé, un syndicat a refusé de signer, donc il n'y avait pas la majorité, et donc ils ont privé les salariés de 1 000 €. Et c'est là où on voit les limites du système, de leur système, par rapport aux salariés qui ont hurlé. Et c'est pas étranger au fait que quelques mois après, d'ailleurs, ils se mettent en assemblée générale en disant on n'a plus confiance aux syndicats et on veut négocier ou travailler, négocier c'est impossible, directement avec la direction. Et donc voilà, il y a aussi un problème de réalisme. Il faut que nos syndicats, dans des situations particulières, prennent de la hauteur. Et ça passe par de la formation. Alors on pourra après détailler un peu plus les formations qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, il faut déjà qu'ils soient intéressés et volontaires pour se former, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Oui. Alors Catherine, si vous voulez rebondir, allez-y. Oui. Alors au-delà de la formation, ce qu'on appelle les formations syndicales, alors je vais prendre un exemple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant d'être Radio France, j'ai passé 28 ans à Air France, donc je voulais vous donner un exemple Air France. En fait, à Air France, on avait, alors c'était le CCE à l'époque, on avait créé dans le CCE une commission spécifique sur toutes les nouvelles technologies, en fait. De manière assez régulière, 2-3 fois par an, on organisait en fait des sessions où on présentait les nouvelles tendances, ce que les nouvelles technologies allaient pouvoir apporter finalement au métier du transport aérien. Et donc il y avait quand même une démarche de partage, on va dire stratégique, de partage sur les tendances et donc en fait ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, on a des partenaires à qui on explique à qui on présente des orientations stratégiques, avec qui aussi on va dire concerter des grands projets de changement. Et je pense que là aussi, ça peut être très intéressant d'aller, on va dire, ouvrir les chakras. Je me rappelle d'un grand projet de changement aussi, où on était en train de revoir la manière de traiter l'avion en piste, en aéroport. Et on avait organisé alors ça s'appelait pas encore Learning Expedition, mais enfin on avait emmené les syndicats aux États-Unis pour voir comment ça se traitait, qu'est-ce qui se passait, pour mettre le doigt sur des modèles qui étaient, on va dire, cousins du modèle qu'on voulait mettre en place. Et ça, je pense que ça peut être aussi de nature à rendre la fonction intéressante, riche.
Maintenant, ça, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, hein, encore faut-il qu'ils aient le temps et qu'on ait le temps d'organiser ça, quoi. Il y a des associations aussi auxquelles on peut les intéresser, on peut aller ensemble à des conférences. Enfin, je pense qu'il faut essayer, on peut élargir le dialogue et avoir un vrai échange, et faire grandir, en fait, si on veut. Si on veut. Oui, pour reprendre donc la réponse. C'est ça. Vous avez la réponse, Bruno. Il faut. Non, on a tranché pour vous. Non, j'ai pas de réponse. Non, mais alors, et je veux bien aussi, Bruno, aussi sur l'aspect gestion des carrières, du coup, parce que on avait parlé de ça sur la façon dont ça se passait, notamment au PMU, si je me trompe pas. Donc, allez-y. Okay. Oui, donc également sur le volet un peu faire grandir, accompagner. Je pense que vraiment il y a le préalable, c'est la connaissance réciproque, quoi. Également, donc, je sais pas, on est d'une certaine génération. Enfin, moi, j'ai dépassé la lutte des classes. Voilà, pour moi, c'est derrière moi. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont là. Il y a des représentants de la direction, il y a des représentants du personnel. Ça fait partie du paysage. Donc, il faut se connaître, il faut s'apprivoiser, faire connaissance. Et tout ceci, ça peut prendre du temps. Donc, sur le volet formation, justement, au-delà de la formation technique, je vous apprends à comment négocier, comment ceci, comment cela. Moi, j'avais essayé d'expérimenter quelque chose qui était tombé à l'eau, mais donc c'est toujours intéressant. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher. Typiquement, vous avez déjà dû faire ça chez vous, mettre en place un accompagnement, développement des managers. D'accord ? Bon, vous développez vos managers, vous les formez sur différentes choses. Et moi, donc, j'étais dans un environnement où les managers avaient très, très peur de tout ce qui avait une étiquette syndicale. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils avaient peur, c'est quoi les mandats, j'ai le droit de leur dire quoi, ils ont le droit de dire non, c'est quoi la protection, ceci, cela. Et donc on avait fait un module spécifique sur c'est quoi un syndicat, à quoi ça sert, etc. Et j'avais proposé à des représentants du personnel d'intervenir pour justement expliquer leur rôle, expliquer aussi les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec les managers, et inversement. Ça date un tout petit peu, mais à l'époque, toutes les fédés avaient refusé que mes représentants de l'entreprise participent à ce type de module. Bon, voilà, premier exemple. Aujourd'hui, peut-être que ça serait différent. J'ai un autre exemple à donner. Quand je suis arrivé chez Giffard, la représentante CFDT que j'avais était complètement torpillée par la CFDT d'Amiens, et qui était vraiment avec une approche très très dure, très extrémiste, et avec qui il était impossible de discuter. Je suis remonté au niveau national, la FEDO au niveau national. Ils m'ont aidé et on a fait des changements. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc, voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que de par la connaissance mutuelle, les intérêts respectifs, on a des intérêts respectifs qu'on peut partager, peut-être qu'on peut faire avancer doucement, mais sûrement les choses. Sur le volet gestion des carrières, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc, quand vous avez beaucoup de représentants du personnel, vous pouvez même avoir quelqu'un au niveau de la RH qui s'occupe carrément, le RRH, des représentants du personnel. Donc, moi, en l'occurrence, au PMU, j'avais ma responsable des relations sociales qui gérait quelque part les ressources humaines de la population dite syndiquée, et notamment sur carrière, salaire, etc. Donc c'était suivi de très très près. Avec à chaque fois un questionnement, vous l'avez vécu également, sur quels critères, des semi-permanents, sur quels critères on les évalue, comment on fait les entretiens d'appréciation, de collaborateurs qui sont quasiment jamais présents à leur poste. Est-ce que c'est au nombre de signatures ou au nombre de tracts qu'ils nous ont fait qu'on leur donne l'augmentation ou la promotion ? Bon, c'était des questions qu'on pouvait avoir parfois, mais en tout cas voilà. Donc il y avait un suivi, et on faisait vraiment très très attention, notamment au niveau salarial, à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, et salariale et d'accès à l'emploi. Et donc on a pu faire des promotions comme ça aussi. On peut prendre des questions ou des commentaires dans la salle, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous en avez. Comme je n'en vois pas, je poursuis. Ah si, il y en a, voilà, je pense que c'est bien qu'on... Alors, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est juste une petite question, parce qu'on parle beaucoup du développement des carrières, etc., de nos représentants du personnel. Si je regarde la question, c'est répondre à la crise des vocations. Et donc moi, j'ai vraiment une question sur... qu'est-ce que vous avez mis dans vos entreprises pour faire émerger des vocations et pour faire émerger des candidatures sur les élections ? Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui rencontrent cette difficulté aujourd'hui, d'avoir tout simplement des candidats. Merci. Alors, micro-exemple, moi je vais avoir des élections là prochainement. On a ouvert un entrepôt il y a peu de temps, sur lequel aujourd'hui il n'y a pas de représentants du personnel. Et donc j'essaye d'ouvrir les portes de cet entrepôt aux représentants
que j'ai sur un autre entrepôt pour que justement ils aillent faire, dans le bon sens du terme, leur prospection, leur marché, et donc de leur faciliter la vie par rapport à ça. Et de les aiguiller, mais sans lui dire tiens, il faut que tu prennes celui-ci ou celui-là pour les élections, mais en donnant quelques indications, en aidant, en ouvrant les portes et en faisant en sorte que d'un point de vue managérial, les choses se passent très bien, à la fois sur leur site d'origine pour qu'ils puissent se déplacer, parce que c'est pas courant, et que sur le site d'accueil, qu'on les accueille très très bien. Voilà, micro exemple. Et j'espère avoir des représentants sur ce nouveau site qui aujourd'hui n'est pas représenté. Bernard, je vous ai vu, j'avais l'impression que vous vouliez rebondir sur les propos de Bruno. Allez-y, pour répondre à cette question, effectivement. Oui, jusqu'où peut aller le DRH aussi, il y a un petit peu de ça la question, la question est une question vraiment centrale. Il faut mettre ses chaussures de marche. Il faut y aller, il faut crapahuter. Il faut valoriser ce rôle des représentants du personnel dont on a besoin auprès de la direction générale, tout d'abord. Attention, le DAF a toujours un regard, ça coûte combien ? Et il faut savoir lui dire combien on peut gagner en ayant des interlocuteurs de qualité. C'est difficile parce que souvent, on dit voilà, on a évité une grève, on a évité ceci, mais combien on gagne ? Voilà, c'est très difficile. La direction générale, les managers, jusqu'aux managers de proximité, parce que les personnes susceptibles de prendre un mandat, d'être candidates, ont des tas de aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, que va dire mon chef ? Aïe aïe aïe, je vais m'embarquer pour 12 ans sans retour. Aïe aïe aïe, je vais côtoyer des paresseux alors que moi j'ai une vie professionnelle. Donc c'est aïe aïe aïe, ça se travaille auprès de la direction générale, auprès des managers, auprès des salariés eux-mêmes, auprès des organisations syndicales. Ça a été dit sur un contact avec une fédération ou une union départementale. Ce sont des choses, nous, qu'on fait très régulièrement pour rapprocher le point de vue de l'appareil syndical qui n'est pas toujours au courant de ce qui se passe dans une entreprise, l'appareil syndical extérieur à l'entreprise, et puis la direction. Oui, il y a un intérêt commun à avoir de bons représentants du personnel. Ça n'efface pas, ça n'atténue pas le choc des conflits. Une entreprise est par nature un lieu de conflit. C'est pas du marxisme de dire ça. Staline est mort en mars 1953. Il en reste encore quelques résidus dans les entreprises de ses héritiers. Mais on a besoin d'avoir dans une entreprise très dynamique des personnes qui gèrent les problèmes, dépassent les conflits et trouvent des solutions. Moi, juste un tout petit point pour rebondir. Nous, ce qu'on avait fait au moment des élections, deux choses. D'abord, on avait fait un peu de publicité pour les élections, ce qui était une première, on ne l'avait pas trop fait avant, à d'autres élections. Donc je pense que c'est important de dédramatiser et surtout de mobiliser les salariés pour qu'ils aillent voter. Je pense que c'était important. Et ça permettait de montrer aussi que la gouvernance ou la direction générale estimait que c'était un temps fort de la vie de l'entreprise. Donc c'est une forme de valorisation aussi. Et la deuxième chose, là, qui est très off-off, c'est qu'on avait ciblé quelques personnes pour leur dire de se présenter aussi et de s'engager. Alors ça, c'est plus confidentiel, mais je pense que c'est important quand on a repéré des gens qui nous paraissent pas forcément... qui peuvent être après de très gros opposants à nous, mais c'est pas grave, mais des gens qui ont une intelligence de situation, qui nous semblent être... des gens qui pourraient être intéressés par ça, de ne pas les freiner, et au contraire d'essayer de les encourager à le faire. Parce que sinon, on a malheureusement, ce qu'on a vu aussi quelques-uns, que certains qui étaient en grande difficulté avec leur manager et qui se sont engouffrés auprès des syndicats pour être salariés protégés. Donc ça, heureusement, on a tous connu ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment éviter, parce que ça veut dire que un petit temps après, on aura une qualité de contact difficile. Et je voudrais juste rebondir, comme j'ai la parole, dernier point. Je pense que pour valoriser, il faut accepter, et ça c'est compliqué, négociation de base, Hervé. accepter, et ça c'est très important, que de temps en temps, sur des sujets, la négociation soit plus favorable à une organisation syndicale qu'à la direction générale. Mais ça fait partie de l'intelligence de situation. Il faut qu'ils gagnent de temps en temps pour être reconnus comme des gens valables vis-à-vis des salariés. Alors, pas sur tous les sujets, bien sûr, mais de temps en temps, il faut savoir perdre pour gagner après. Voilà. Alors, pas qu'en négociation, d'ailleurs. Beaucoup, dans le règlement des dossiers individuels, parce qu'il ne faut pas effectivement oublier que
les élus du personnel, c'est quand même un capteur très important pour nous, pour les managers. Donc, il va falloir aussi, je pense, je reprends ce que Bruno a dit tout à l'heure, former les managers à fonctionner avec les représentants du personnel. Notamment là, nous, par exemple, à Radio France, on a 43 radios locales. Donc on a 43 établissements qui font entre 35 et 50 personnes et dans lesquels il y a 2 représentants de proximité. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive là, on a les dernières élections, c'était début 2019, les prochaines c'est en 2023. Les équipes de Radio France commencent à réfléchir au prochain protocole, au prochain accord CSE, au prochain protocole préélectoral. Et à la manière de faire mieux fonctionner la représentation de proximité. Mais ça ne pourra pas se réfléchir sans les managers. Voilà. Et c'est comme toujours dans toute démarche, on va dire un peu stratégique, il faut essayer de faire des contraintes, de ce qu'on imagine des contraintes, des opportunités. Donc la question, c'est quand même, ok, j'ai 2 représentants du personnel sur le principe, j'ai l'impression que ça va être, ils vont m'empêcher de tourner en rond. Mais en fait, je dois pouvoir en faire j'ai quand même 2 capteurs, j'ai quand même 2 délégués de classe, quoi. Et je peux travailler correctement avec eux. Et alors après, effectivement, dans la gestion des dossiers individuels, c'est très important qu'ils aient des petites victoires. Alors, on ne va pas accorder l'indéfendable, mais par contre, moi, je me souviens avoir dit à un syndicat, alors c'était à Air France, mais présentez-moi des cas que je peux régler. Parce que je vois bien qu'à chaque fois, je vous dis non, mais choisissez aussi les cas que vous me présentez. Le jour où vous allez me présenter quelque chose qui est défendable, je vous assure que je vais vous donner satisfaction. Voilà. Et ça, c'est important de compter les points. Oui, il y avait une question, il y a plein de questions, tant mieux. Jean-Christophe, et après, d'abord monsieur, et après toi, Jean-Christophe. Ça sera peut-être pour monsieur Vivier, la question. Bon, j'adhère à tout ce que vous dites et moi, j'ai moi-même œuvré beaucoup sur revaloriser le rôle de représentant du personnel à travers des exemples comme vous donnez. Maintenant, on est confronté à une réalité, c'est que, en tout cas, j'espère ne pas être trop péjoratif en disant ça, mais on a des syndicats en entreprise qui sont plus syndicalistes que représentants du personnel. Je pense qu'ils sont dans un vieux monde. Les entreprises se sont modernisées de manière très, très rapide depuis 10 ans. Ils n'ont pas suivi le rythme. Ils sont encore sur des vieux schémas. Et moi, la question... Et donc, on est confronté à ça, c'est quand on trouve des gens qui auraient la vocation... Alors, ils ont peur de s'engager de trop dans le syndicalisme par rapport à leur carrière. Bon, ça peut encore se travailler. Mais ils ne veulent pas avoir l'étiquette syndicale parce qu'en fait, ils ne veulent pas être étiquetés d'un vieux monde. Est-ce que dans vos relations avec les syndicats nationaux, est-ce qu'ils ont conscience de ce manque de modernité? Est-ce qu'ils travaillent dessus? Parce que ça va être une des clés. S'ils n'évoluent pas au niveau national, on n'arrivera pas à faire changer l'image et on n'arrivera pas à avoir des bons représentants du personnel. Bernard. Alors, je réponds. Les appareils syndicaux extérieurs aux entreprises n'ont pas conscience à la hauteur des enjeux de ce que vous dites. C'est clair. Ce sont des appareils qui se sont vraiment repliés aujourd'hui. C'est des permanents avec des permanents et des permanents. À l'intérieur de l'entreprise, il y a des possibilités pour faire évoluer. D'abord, les textes disent 3 mandats maximum, 12 ans maximum. Donc c'est quelque chose de très important. Ça veut dire très clairement que quand vous avez enlevé les aïe 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 et apporté des réponses, quand vous avez vos candidats, c'est là que votre travail commence aussi. Parce que de la même façon que vous avez des parcours professionnels, que vous établissez des projections, que vous détectez vos futurs dirigeants, vous leur faites faire des formations, vous avez besoin de gérer la carrière professionnelle de vos représentants du personnel, en commençant par leur dire non, même pas 12 ans, peut-être 2 mandats, mais ces mandats-là, ce mandat ou ces 2 mandats ou ces 3 mandats, vous allez en sortir enrichis. Et vous allez aider l'entreprise. Et les exemples abondent, sont nombreux de représentants du personnel qui, après avoir fait leur temps de mandat, ont vraiment pris une épaisseur importante, se sont enracinés d'ailleurs davantage dans l'entreprise pour lui apporter, alors pas forcément pour revenir, pour aller vers la fonction ressources humaines, c'est trop facile la réponse, parce qu'ils sont devenus un peu des spécialistes, ils sont de l'autre côté de la table, mais ils font un
ils sont dans le même champ à labourer que le vôtre. Mais des parcours professionnels sont des personnes qui ont gagné en connaissance de l'entreprise, transversale, en facilité d'expression, en organisation, en management d'équipe. Vous avez des délégués syndicaux centraux qui gèrent plusieurs centaines, plusieurs milliers de mandatés. Donc ces personnes-là, une entreprise bien structurée, elle ne laisse pas ça au hasard. Et pour terminer, il faut cultiver son jardin. C'est très très important, c'est Voltaire qui nous le dit. Il faut cultiver son jardin, soit un jardin à la française, bien ordonné, bien structuré, soit un jardin à l'anglaise. Si vous ne cultivez pas ce jardin des représentants du personnel, au printemps, vous aurez quand même des pousses. Ça s'appelle des ronces, des orties, des herbes folles, et vous aurez des chèvres qui viendront se régaler. C'est pas terrible. Alors, sur le DRH jardinier, la dernière question, parce qu'après, je pense que ça sera la dernière. Jean-Christophe, Oui, merci. En fait, alors effectivement, la question est grave, hein, la crise des vocations, parce qu'effectivement, on se dit, qui est-ce qu'on aura en face de nous dans 5 ans, 10 ans il y a beaucoup de cheveux gris, pas de jeunes qui arrivent, etc. Bon. Alors, en fait, peut-être un témoignage, mais deux idées quand même. Les salariés qui n'y vont pas dans les vocations, c'est qu'en fait, souvent, c'est le manager qui les a découragés. Oui, donc bon, c'est ce que disait premier truc. Donc, le boulot, c'est le management de proximité. Et les managers de proximité, ils sont, comme pas mal, ils ont une image extrêmement négative. Ils n'ont pas été... Enfin voilà, faut le dire. Ils entendent la direction générale qui dit c'est bien le dialogue social, là, comme nous aujourd'hui. Bon, enfin, les mecs qui disent, bon, bah, cause toujours, parce que toi, t'as pas les mecs dans les équipes et tu les coltines pas au jour le jour. Bon. Donc, le truc, c'est... Enfin, le truc, il n'y a pas de truc, mais moi, ce que je me suis... Il y a eu 2 choses, quand même, qui ont un peu fait bouger, mais bon, je suis d'accord, c'est vachement dur. Il faut... la valorisation du dialogue social, ça va quand même très loin quand on pousse le raisonnement. Le pouce de raisonnement, c'est de dire quoi? C'est de dire bienvenue au fait que vous nous challengez. Parce que le risque de nos entreprises, c'est que ça s'endorme et que ça ronronne. Hein, on le sait. Bon. Et finalement, vous allez, ça a été dit un peu, mais franchement, faites votre boulot. Mais faites-le... certes de manière pertinente, mais soulevez les problèmes. Hein. Pas seulement amener... et grâce à vous, l'entreprise va aller mieux. Et quand on utilise cette espèce de renversement sémantique, parce que justement, moi aussi j'ai vécu au début, mon premier chef me disait, écoute, Jean-Christophe, lui il était le patron des relations sociales, il dit, nous on est payé pour être dans une cage avec des fauves, et de bien y rester. Et le reste de la boîte, comme ça, elle fonctionne. Bon. Donc le renversement, c'était quand même d'ouvrir la cage. Et de dire non, on est bienvenue. Parce que vous avez des choses à nous dire qu'on n'entend pas, qu'il y a des filtres managériaux, etc. Donc c'était quand même un discours de bienvenue au challenge par les représentants. Et le deuxième truc, ça a été effectivement les managers de proximité, avec un discours très très fort dans cette formation obligatoire. De toute façon, les écoles ne le font pas, les machins. De toute façon, il faut reprendre le truc. Et... avec représentants du personnel qui interviennent, etc. Moi, j'avais fait un accord. Alors là, 900 managers, 900 formés. Et quand même, quand les... Bon, et dernier truc, alors sur les carrières, je suis d'accord, hein, mais il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, les carrières, aujourd'hui, les gens ne font pas carrière, c'est pas vrai. Ils acquièrent des compétences, mais comment on les valorise pendant leur mandat? C'est-à-dire, on dit... il faut dire ces mandats, c'est comme un boulot. En fait, il faut oublier que c'est des mandats en disant c'est un job. En fait, vous faites un job et donc toi, finalement, tu fais quasiment un boulot de cadre. En fait, ces mecs-là, souvent, ils sont pas cadres. Oui, c'est ce que disait mais Bernard. En réalité, ils n'ont pas le statut cadre. Alors, finalement, et moi, il y en avait, je disais, mais ces gars-là, en fait, c'est des cadres dirigeants. Ils sont dans le... En réalité, ils appartiennent dans ce qu'ils font du point de vue de leur vrai... J'oublie le mandat, je regarde ce qu'ils font. C'est des boulots de leadership, c'est des boulots d'inspiration, de communication, de stratégie, de tactique. En fait, c'est des niveaux de cadre dirigeant. Donc la vraie question, après, c'est de dire comment on les promeut cadre dirigeant. Mais qui le fait?
Ah bah alors ça sera le thème de la suite, l'année prochaine à la 9e édition, faire de tous vos IRP des cadres dirigeants. Merci beaucoup, merci à tous les 4 et merci à tous pour votre participation. On n'arrive pas à faire du contrôle salarié.